Dans la première partie de ce commentaire sur la guerre en Ukraine, nous avons déjà vu le fait que la guerre en Ukraine n'est pas une guerre de la Russie contre l'Ukraine, mais une guerre entre la Russie d'une part et l'OTAN d'autre part. L'OTAN qui comprend en son sein et sous sa direction l'Union européenne. L'Union européenne et l'OTAN ont mis tous leurs moyens disponibles au service de cette guerre contre la Russie, et la Russie a dû mobiliser ses moyens pour résister. L'enjeu. Quel est donc l'enjeu de cette guerre? Ni l'OTAN, ni l'UE, ni la Russie n'ont mis tout leur potentiel dans cette guerre en Ukraine pour la domination, l'influence sur le futur État ukrainien ou ce qui en restera. C'est une guerre avec une certaine retenue des moyens. Je m'explique. Les États-Unis et la Russie, héritières de l'URSS, ont des armées qui sont taillées pour des guerres de haute intensité d'une autre dimension supérieure, très supérieure à ce que nous voyons en Ukraine. Donc ils ne mettent pas toutes leurs forces. L'enjeu pour le camp occidental est d'une part de tester la force réelle des armées russes après la dissolution de l'URSS, après la transformation d'un État qui maîtrisait tous les moyens économiques en un État dirigé par un pouvoir central fort, mais aussi par des oligarques importants qui détiennent les moyens de production. Certains de ces oligarques, dès le début du conflit, se sont barrés en Occident. Comme quoi, l'État russe n'a pas la cohérence qu'avait avant l'État soviétique. Donc, l'OTAN et l'Union européenne ont voulu tester la puissance résiliente en Russie. Que reste-t-il de la force de l'URSS? Mais l'Ukraine n'a jamais été en état de mettre en cause la puissance militaire de l'URSS. C'est pas la même catégorie. Euh, la Russie aurait pu régler le problème ukrainien en 3 jours, comme ça a été commencé, jusqu'au moment où Zelensky a dit stop, on discute, on négocie et on arrête la guerre. Mais à ce moment, l'OTAN, par la bouche de Johnson, de l'Allemagne et du secrétaire général de l'OTAN, lui ont dit non, on continue, on va détruire la Russie. Officiellement, c'est ce qu'ils proclamaient. Comme a dit le représentant aux relations internationales de l'UE, on va régler ça sur le champ de bataille. Mais c'était futile. On ne met pas par terre un État qui dispose de la puissance militaire de la Russie, héritière de l'URSS. Elle peut détruire, en un jour, elle peut détruire toute la France, en un jour, ou bien toute l'Angleterre. En un jour, elle peut mettre à genoux les États-Unis, et vice-versa. Et vice-versa. Le problème, c'est que la Russie a ce qu'on appelle la profondeur stratégique de leur frontière occidentale jusqu'à la frontière avec les États-Unis, avec l'Alaska. Alors, que se passe-t-il en Ukraine? Moi, je suis de conviction marxiste. Le régime économique et social appliqué actuellement en Russie, ce n'est pas ma tasse de thé. Poutine critique ouvertement le travail miraculeux, génial, historique de Lénine.
Euh, il critique plus ou moins la résistance héroïque, pugnace menée par Staline qui a mené son peuple jusqu'à la victoire, jusqu'à Berlin. Alors ce n'est pas ma tasse de thé, et je ne suis pas pour la propriété privée des moyens de production. Donc, je ne suis pas pro-russe. J'ai vécu en URSS où j'ai étudié. J'aime beaucoup la population russe et ukrainienne. J'ai étudié 5 ans en Ukraine. Mais euh, idéologiquement, ni l'Ukraine ni la Russie ne sont ma tasse de thé. J'ai même écrit un livre, Un beurre à Moscou, dans lequel, sur 8 pages, je développe la thématique du nationalisme ukrainien en URSS. Et ce livre a été écrit en 1987 et il se référait à des événements que j'avais vécus entre 67 et 73. Donc il y avait un ferment nationaliste résiduel depuis la Deuxième Guerre mondiale en Ukraine, qui était en faveur de l'Allemagne nazie. Mais ce ferment a été cultivé, chéri, développé, musclé, plein de vitamines, avec des armes. Ils se sont entraînés dans les pays baltes, en Pologne, et en 2014, c'était eux le Maïdan. Ils ont tué, ils ont assassiné, c'était le fascisme ordinaire, mais au service de l'OTAN, donc il était accepté. Le problème était de tester la résilience de la Russie face à la pression capitaliste. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché du tout. Que ce soit sur le plan des armes de dissuasion nucléaire, que ce soit au plan des défenses stratégiques terrestres ou aériennes, la Russie a résisté à l'Occident qui a donné tout ce qu'il pouvait donner jusqu'à aujourd'hui. Tout. Il n'est resté que quelques petites réserves aux États-Unis, en Allemagne, en France, en Angleterre. Et malgré cela, la Russie a tout cassé, tout détruit. C'est fini, il n'y aura plus de mouvement victorieux de l'Ukraine contre la Russie. C'est un constat universel, indiscutable d'aujourd'hui. Mais alors que se passe-t-il? Il se passe que le monde entier actuellement a besoin d'une Russie forte, une Russie indépendante. Le monde a besoin d'une Chine forte, une Chine démocratique dirigée par son PCUS indépendante. Le monde a besoin des États-Unis, mais pas comme puissance dominante, pas comme une puissance hégémonique. Dans un tel cadre, des pays comme la France ou comme l'UE, si elle accepte de jouer ce rôle, peuvent avoir un rôle indépendant. Quand les deux ou trois grands se neutralisent, les moyens et les petits, ils ont plus de liberté. Ils peuvent négocier avec l'un, avec l'autre, au mieux de leurs intérêts nationaux. C'est pour ça que De Gaulle a quitté la servitude à l'OTAN. Il leur a demandé de prendre leurs militaires, leurs camions, leurs clics et leurs claques et de quitter la France. Il est resté dans l'OTAN politique. Mais il a développé les relations avec l'URSS, il a reconnu la Chine, la France avait une politique d'indépendance. Et c'est à ce moment qu'avec des échanges nouveaux avec l'URSS, avec la Chine, que la France a eu un sursaut technologique et industriel, bien qu'elle venait de perdre l'Algérie. Alors revenons à l'Ukraine. Actuellement, la situation qui se dessine, c'est que l'Ukraine va être dépecée, en partie par la Pologne, en partie par la Roumanie, en partie par la Hongrie. Et bien sûr,
toute la population russophone, slave, orthodoxe, va revenir à ses origines, à ses relations traditionnelles, multiséculaires avec la Russie. Alors, la conclusion, toute guerre se termine par une négociation ou par un acte de reddition. Mais dans notre cas précis, Zelensky ne compte pas. Il n'y aura pas reddition de l'OTAN. Il n'y aura pas reddition de l'UE. Il n'y aura pas reddition de la Russie, même si elle est victorieuse, elle n'obtiendra pas la reddition de l'OTAN. Mais il y aura reconnaissance d'un statu quo à un moment donné. Et ce statu quo sera consigné dans des accords, dans des négociations pour mettre fin au conflit. L'OTAN a le choix. Soit il clôt le chapitre pour 25 ans, 40 ans, soit il le gèle en essayant de maintenir en vie les petits groupuscules fascistes qui dirigent l'Ukraine actuellement, mais il ne peut leur garantir qu'une petite survie. Parce que sur le terrain, la Russie a les moyens d'obtenir les résultats, les objectifs qu'elle s'est fixés, à savoir la fin d'une Ukraine anti-russe, la fin d'une Ukraine affiliée à l'OTAN, d'une Ukraine affiliée à l'Union européenne. Ça doit être un pays neutre. La Finlande a vécu pendant 70 ans, peut-être 80, en tant que pays neutre. Jamais de problème. Pourtant, l'URSS était puissante. L'Autriche, depuis 1945, est resté un pays neutre. Pas de problème. Vivez comme vous voulez. Et la Suisse même, au milieu de l'Union européenne, elle est neutre. Et elle n'a pas de problème. Pourquoi l'Ukraine ne serait pas neutre? Pourquoi l'Ukraine n'aurait pas été un pays confédéral comme la Suisse, ou comme le Brésil, ou comme l'Inde, ou comme les États-Unis eux-mêmes? Non, le but de cette guerre, c'était de tester les armes russes en conditions réelles. C'était de tenter d'affaiblir l'économie russe, d'essayer d'installer la zizanie entre les Russes. Tout ça n'a pas marché. Alors maintenant, on se dirige lentement vers la fin du conflit parce que nous, les Occidentaux, nous avons épuisé tous les moyens qu'on pouvait donner à l'Ukraine. Et nous ne voulons pas, en tant que citoyens lambda, dégrader notre niveau de vie pour donner des milliards et des milliards que nous retirons à nos écoles, à nos hôpitaux, à nos enseignants, pour les donner à l'Ukraine dans un but nul. L'Ukraine n'obtiendra aucun résultat militaire, sinon une survie juste le nez au-dessus de l'eau. Alors, plus vite ça sera terminé, mieux ça sera, et il y aura certainement une négociation, un armistice, ou je ne sais pas comment appeler ça, parce qu'il n'y a pas d'état de guerre. Alors, je peux dire que la guerre, on est rentré, comme dirait Churchill, le début de la fin. C'est le début de la fin. C'est pas fini, mais c'est le début de la fin.